Donc voilà, on voulait revenir avec toi sur plusieurs choses, en lien en grande partie avec la vidéo, même si on est bien conscient que tout ça s'inscrit d'abord dans ce qu'on appelait à l'époque les médias mixtes. Voilà. Donc voilà, peut-être que le plus simple, c'est de repartir chronologiquement. Donc lorsque tu arrives avec Chérif à Genève, comment est-ce que vous êtes tout à coup, enfin, comment est-ce que lui d'abord est amené à enseigner, à mettre en place un atelier média mixte auquel tu te joindras en étant tout à fait distincte et reliée, on dirait ça comme ça. Comment est-ce que ça s'est mis en place et puis pourquoi cette appellation à l'époque qui était assez connotée, je dirais, le change a changé avec le temps, mais qui était assez connotée à l'époque de média mixte. Ouais. D'accord. Alors, on a vécu dans les années 60, on a vécu en Espagne, on y fait arriver, je crois. On a acheté cette maison en 70, on l'a d'abord retapée, et puis, par hasard, un vernissage à Genève, Chérif a rencontré Jean-Luc Daval. Et Jean-Luc Daval avait cherché partout pour remplacer un professeur de peinture. Tous les artistes genevois avaient refusé parce qu'à l'époque, c'était pas très bien pour les artistes d'enseigner. Puis Chérif a accepté, d'abord parce qu'on avait besoin de sous, et puis ça l'amusait. Il avait fait un doctorat en droit, donc bon, il trouvait ça très amusant d'aller enseigner dans une école. Et puis, il a commencé. Et très vite, il s'est rendu compte que c'était une sorte d'académie à la française très ancienne. Il faut dire ce qui est important aussi, que les écoles suisses allemandes étaient toutes calquées sur le Bauhaus, plus ou moins, tandis qu'à Genève, Lausanne, je ne sais pas comment était l'origine, mais à Genève, c'était vraiment les académies qui étaient le modèle. Donc ça veut dire qu'il y avait gravure, dessin, machin, complètement séparés, et les étudiants travaillaient dans les ateliers, réfléchissaient quand ils pouvaient, mais ils travaillaient surtout. Et nous, comme on est... Bon, il faut dire qu'une année plus tard, les étudiants, étant donné que justement, Chérif n'était pas un professeur très conventionnel, très vite les étudiants sont aussi venus ici, enfin on les a connus d'une façon ou d'une autre, ils ont fait une pétition, quand l'autre prof est revenu, ils avaient demandé qu'on enseigne les deux. On a eu deux ateliers différents parce qu'on était des personnes extrêmement différentes, donc les uns allaient chez l'un, les autres chez l'autre, et puis des fois ça s'échangeait. Et puis, c'était en fait quelque chose qu'on ne savait pas comment faire. Donc, on a fait, à notre avis, au mieux. C'est-à-dire, d'abord, on a ouvert les jurys, parce que quand on est arrivé, il y avait des notes. Les étudiants, il n'y avait pas de discussion avec les étudiants. On disait, ça, c'est un bon travail, 6, ça, c'est un mauvais travail, 3, ou je ne sais pas quoi. Et c'était vraiment absolument effrayant. Enfin, à notre avis, en tout cas. Et à ce moment-là, il y avait M. Rappeau qui était le directeur, il était extrêmement ouvert, il nous a dit, pendant toute notre époque, il a dit, je ne sais pas très bien ce que vous faites, mais comme ça marche tellement bien, faites-le. Et je trouvais ça super généreux, en fait, parce qu'il ne se donnait même pas la peine de vraiment comprendre le programme ou quoi que ce soit. Il voyait juste que les étudiants étaient contents, qu'ils travaillaient bien, qu'en sortant, ils faisaient des trucs, et donc il s'est dit, ça suffit. C'est vrai, pour une école, ça suffit. Et à ce moment-là, d'abord, on s'est dit, on a aussi vu tous les autres professeurs qui avaient chacun un petit bureau, ils lisaient le journal, et les étudiants travaillaient. On s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va lire le journal à l'école? Et on a commencé des discussions. On avait des ateliers, chacun une pièce, des ateliers, la moitié de celui-ci peut-être, où peut-être 2 étudiants pouvaient vraiment travailler dedans, mais certainement pas plus. Ça fait qu'on leur a dit travaillez où vous pouvez, si vous avez un endroit, essayez d'y travailler, puis on s'est venu ici comme vous voulez. Mais on avait des rendez-vous toujours, on avait un numéro de téléphone, on est toujours en contact par téléphone, ils pouvaient nous téléphoner n'importe quoi. On était chacun 2 jours à l'école, pas les mêmes jours, comme ça il y avait toujours quelqu'un. Et à ce moment-là, les étudiants, ils travaillaient, mais ils discutaient surtout. On leur demandait d'amener leur travail, d'en discuter. Et puis quand ils étaient d'accord, on discutait en groupe. Au début, c'est un peu fragile, on discute avec le prof seulement, et après on discute en groupe tel que le travail fonctionne mieux. Et on a fait en fait tout le temps comme ça, je crois. Et on faisait des réunions d'ateliers où on parlait de choses politiques de l'école générale, etc. Donc c'était une sorte de groupement qui... Bon, ça fonctionnait très bien.
Et puisqu'on parle de vidéo, je crois que c'est arrivé assez tard, tout de même, la vidéo, là-dedans. Nous, on a commencé en 74, et je crois qu'on avait un porte-à-pack, parce qu'évidemment, il y avait la vidéo qui était en Amérique, surtout, on connaissait à travers le centre d'art Contemporain, c'était important. Il y avait des pièces à Conchi et autres qui étaient là, Nam June Paik, qui était vraiment au début aussi de Fluxus. Et tout ça, c'était connu, mais pas vraiment assimilé d'une certaine manière. Donc, à la ville de Genève, on pouvait chercher une fois par semaine un porte-à-pack. À l'école, ils n'avaient rien, ils ne voulaient pas acheter. C'était le bureau culturel. Oui, une sorte de bureau, je ne sais pas trop quoi, qui était pour les... Je ne sais pas, ça devait être pour les Mais l'école n'avait pas de matériel. Non, et aucun matériel, je ne sais pas, on le cherchait à l'État de Genève. Ce que l'État faisait avec ça, je ne sais pas. Mais une fois par semaine, on pouvait l'avoir. Ça devait être le bureau culturel de la ville de Genève. J'imagine, oui. Et à ce moment-là, avec cette vidéo, on l'utilisait surtout parce que c'était aussi l'époque des performances. Il y avait beaucoup de performances à l'école qui étaient évidemment perdues après. Une fois que ça avait eu lieu, c'était fini. Alors on s'est surtout servi pour enregistrer les performances, et les étudiants pouvaient ce jour-là essayer avec ce matériel, etc. Rien de très sérieux est sorti, sauf en effet, je regrette que toutes ces performances soient perdues parce que ça n'a pas été restauré. Les travaux même que les étudiants faisaient avec cette vidéo à l'époque étaient assez minimes, j'imagine. C'était plutôt des essais, voir comment on fait avec une caméra et tout ça. Il y avait aussi très peu d'étudiants qui faisaient du super vite à l'école, je crois, très peu. C'était surtout texte, dessin, peinture, sculpture, un peu, enfin, média mix, quoi. J'imagine que le Super 8 est arrivé avant la vidéo, du coup. Le Super 8 est arrivé avant la vidéo. Dans les deux ateliers, quoi. Oui, absolument. Mais là aussi, il n'y avait aucun matériel à l'école. Il y avait il y avait une section cinéma qui avait des caméras 16. Et puis nous, on avait des vieilles caméras Super 8 qu'on prêtait, etc. Mais l'école ne trouvait pas que du côté beaux-arts, il devait avoir quoi que ce soit de ce côté-là. Même la photographie, on en a tout de même fait beaucoup, on devait la faire parce qu'il y avait un professeur de photographie qui était très strict et qui ne voulait absolument pas faire des grands agrandissements ou quoi que ce soit. Alors on allait la nuit, à l'époque l'école était en cours à la nuit, on faisait des gros bacs par terre et on pouvait vraiment faire des très très grands tirages. Bon, on se débrouillait comme ça, mais c'était relativement bien parce que c'était... Je raconte tout ça, c'était le début, pas pour me plaindre, mais parce que c'était extrêmement vivant, quoi. Et on avait la chance d'être des profs, étant donné qu'ils savaient qu'on faisait notre boulot, alors quand on travaillait nu à l'école, le lendemain on n'y allait pas. Enfin, c'était des trucs assez ouverts, quoi. Voilà. Donc, média mix, c'était plutôt une mixité de médias plutôt que le contraire. C'est-à-dire, on était persuadés tout de même que... un artiste, il doit trouver, et probablement, enfin moi je pense qu'un artiste a d'abord des envies, donc il trouve une sorte de sens ou un projet, et il doit trouver le moyen technique pour réaliser ce projet. Alors il y a des trucs qu'on fait en effet avec la terre glaise, mais il y a des trucs qu'on fait avec la photo, il y a des trucs qu'on fait avec la vidéo. Et je crois que c'est simplement un mouvement complètement normal d'un artiste, ça j'en suis persuadée. Bien sûr qu'il y a des peintres qui sont d'excellents peintres et qui se consacrent à ce médium. Parfait, c'est bien, mais je crois que quand on est dans une école, on n'est pas mûr pour faire ça. Et donc, dans une école, je pense qu'il faut qu'on puisse vraiment essayer de trouver ce qui nous intéresse, voilà. Du coup, il n'y avait pas vraiment... parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait pas mal d'échanges, par exemple, avec l'atelier audiovisuel, cinéma de Albera et Reusser, mais ça restait assez épisodique ou... Il faut dire, nous on travaille beaucoup sur ce qu'on appelait les projets. Et on a vu les projets qui étaient... On discutait avec ces étudiants-là aussi, où nos étudiants discutaient avec eux, et leurs projets étaient... si je dis maintenant Hollywood, c'est un peu beaucoup, mais ils avaient des projets de grands films, je veux dire, de grandes épopées d'amour ou de guerre ou de choses comme ça, ce qui n'était pas du tout notre problème. Et donc, nos étudiants aussi, eux-mêmes, ils se fréquentaient parce que souvent c'était dans la même école, mais ils n'arrivaient pas à trouver des conversations, en fait, parce que les projets étaient complètement différents. Ça a changé en cinéma aussi. Le cinéma, après, est devenu beaucoup plus expérimental aussi à l'école. Mais au début, avec Reusser, c'était vraiment le grand cinéma.
Et puis si on élargit un petit peu le contexte, ben évidemment il y a l'école, mais il y a d'autres lieux qui Bien sont sûr. actifs dans l'art contemporain. Il y a évidemment le Centre d'art contemporain avec Adelina von Furstenberg. Il y a aussi, ce serait intéressant que tu reviennes là-dessus, la galerie Gaëtan. Oui. Et puis après, ce que vous avez lancé aussi avec des étudiants. Donc est-ce que tu peux retracer un peu ce champ-là avec lequel vous étiez vraiment en interaction, je pense. Adelina est arrivée en même temps que nous, elle a ouvert son centre et au début elle était extrêmement contente d'avoir les étudiants parce que c'était la salle Patino, c'était pas très sexy comme endroit et les étudiants étaient tout le temps collés chez elle et donc c'était parfait pour eux et parfait pour elle. Après, quand elle a pris plus de poids comme ça, les étudiants l'embêtaient plutôt parce qu'ils croyaient que c'était leur lieu et tout ça et puis elle commençait à en avoir complètement marre. Donc il y a eu deux périodes comme ça. La période où ils étaient vraiment très utiles et puis l'autre où ils étaient un peu trop envahissants. Bon, mais ça s'arrangeait. Il y avait toujours des discussions avec les artistes et les étudiants pouvaient y aller. C'était eux qui allaient parce que la bourgeoisie genevoise n'y allait pas. Il faut bien dire que, je sais pas, vous savez que malgré tout, à cette époque, le MAMCO a ouvert 20 ans plus tard. C'est beaucoup, 20 ans. Et puis dans ces 20 ans, à Genève, enfin les premiers 10 ans qu'on était là, en tout cas, c'était absolument l'enfer. Je veux dire, c'était... La bourgeoisie s'intéresse à strictement rien, à rien vraiment. Et ils allaient chez Écart parce qu'Écart ils servaient du thé, c'est des gens très bien élevés. On l'était probablement un peu moins. Et on a donc compris que les gens qui sortaient de l'école, qui faisaient leur diplôme, ils tombaient dans le vide comme ça, ou ils partaient de Genève, où ils n'avaient absolument aucun... Ceux qui s'intéressaient à Fluxus pouvaient aller voir John, c'est bien, parce que c'était très vivant chez John, il avait une excellente librairie, donc c'était super, mais ça allait dans un certain sens. Et ceux que ce sens n'intéressait pas spécialement, ils ne savaient pas que faire. Alors on s'est dit, on va essayer de faire, on a donné le nom messagerie associée, parce qu'on espérait que messagerie, ça voulait dire que les premières années après l'école, les étudiants travailleraient comme ça, et puis après il y en aura d'autres et d'autres et d'autres. Ça ne s'est pas passé comme ça, je le comprends aussi, c'est très bien. Après, il y a beaucoup d'autres lieux qui sont ouverts, Dioptre, Apartment, il y a au moins 5-6 lieux qui se sont ouverts, pas en concurrence, mais avec les autres étudiants qui sortaient, c'était parfait. Et dans les messageries, en fait, ça ne durait pas tellement longtemps. On a fait surtout des travaux, on a fait un premier travail qui s'appelait Copier-recopier, qui a eu un prix à Sao Paulo, on était très fiers, et l'école était contente aussi. Et c'était, en fait, on partait du fait que les étudiants à l'époque ne voyageaient pas, c'était bizarre. Les Suisses allemands voyageaient beaucoup plus, mais à Genève, les gens restaient là, et bon, ils voyageaient peu, ils allaient peut-être à Paris, mais jamais à Zurich, en tout cas pas. Et donc, c'était aussi assez intéressant dans ce sens-là qu'on a essayé d'ouvrir ça, les faire voyager un peu aussi de l'autre côté de la Suisse. Et d'autre part, les messagers associés ont fait des travaux de groupe. Copier-recopier, c'était un travail qui était basé sur le fait que toutes les œuvres d'art qu'ils connaissaient venaient d'Art Press, Kunstforum, etc. C'était que dans des journaux d'art. Alors ce qu'on a fait, on a regardé les artistes qui avaient une photographie là-dedans, et puis on leur a écrit, est-ce que vous êtes d'accord, on refotographe cette photo pour une anthologie. Ils étaient tous d'accord, évidemment. Et puis on a fait cette anthologie photographique. Bon, c'est pas génial, mais c'était amusant. Et puis elle a voyagé au Canada, elle était en Allemagne. À l'époque, c'était un truc, actuellement, ça n'a aucun intérêt parce que tout ça est passé, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était intéressant de montrer à quel point en fait, la presse était importante comme ça. Et on a photographié ces choses qui étaient bien photographiées dans Art Press, on les a photographiées un Polaroid à travers, etc. C'est de très belles photos, on voyait presque plus rien. Voilà. Et puis d'autre part, on a fait un travail par téléphone quand la galerie a fermé ses portes, la galerie Gaëtan. C'était 2 architectes qui avaient ça, ils n'avaient plus de fric. Et ils ont fermé leurs portes et nous on a repris le local, mais on n'avait pas non plus, on n'était pas galeriste, donc on n'était pas présent. Alors on a fait des travaux par téléphone et c'était très bien, donc on pouvait téléphoner, on entendait tout d'un coup la voix d'Aconci ou la voix de Pistoletto qui disait une bêtise quelconque. Et c'était pas extraordinaire comme contenu, certains oui et d'autres pas, mais c'était en tout cas très amusant d'avoir comme ça le monde entier qui arrivait. Et puis la vitrine de la galerie, on l'utilisait pour les artistes genevois qui pouvaient chaque mois mettre un travail là-dedans. Voilà.
Oui, il y avait tout ce lien un peu au mail art, Oui, à l'utilisation de la galerie comme en effet une vitrine, un lieu où on passe, où on regarde depuis l'extérieur. exactement. Et puis, parce qu'on peut rappeler quand même qu'il y avait, c'était des anciens étudiants, je pense aussi, non? Il y avait Philippe de l'Église, Oui, oui. il y avait Patricia Platner. Ça, c'était les premiers étudiants, en fait, qui avaient été travaillé encore avec l'autre prof. Je crois qu'avec nous, ils ont travaillé jusque 2 ans. Et on est arrivé là, au milieu, ouais, de leur école. Mais ouais. ils étaient là, vous avez travaillé un peu ensemble, et puis eux, ils ont aussi, enfin, en tout cas à un moment, continué un peu dans des travaux qui étaient en lien avec la vidéo, ou la projection, enfin, ou l'installation avec du film. Patricia est venue cinéaste même, oui. Oui, qui est devenue cinéaste par la suite, absolument. Donc il y a peut-être, je sais pas, il y avait peut-être aussi un intérêt pour le travail sur ce type de support ou de format, quoi. Absolument. Je crois qu'en effet, quelqu'un qui à l'époque voulait ni faire peinture, ni dessin, ni sculpture, ni quoi que ce soit, et qui voulait plutôt partir dans le narratif, évidemment, il faisait du super vite, ou il faisait après, quand on pouvait, de la vidéo. Oui, non, je posais la question, parce qu'en effet, on pourrait se dire que c'est un peu comme une extension de l'école, on pourrait dire. Tu veux dire les messageries? Les messageries associées. Oui, absolument. Et qu'il y a eu un déplacement vers d'autres supports d'expérimentation aussi. Et parmi là-dedans, il y a tout ce qui a trait au reproductible, au multiple. Tout à fait. Enfin que c'était aussi en résonance avec d'autres choses qui étaient d'ailleurs montrées dans d'autres lieux, centres d'art ou des choses comme ça. Donc il y a une espèce de convergence presque historique, quoi, entre des étudiants qui sortent d'une école, qui s'associent, c'est le bon terme, c'est messagerie associée, et qui se déplacent vers d'autres supports, ce qui était assez peu exploré à Genève, j'ai l'impression. Et peut-être nous aussi, on a dû apprendre qu'une chose qui me paraît actuellement complètement normale, mais justement le fait que les messageries associées, c'est nous qui l'avions fondé, ça a duré 2-3 ans, mais que les prochains étudiants n'avaient pas envie de se mettre là-dedans. Au début, j'avais un peu de peine à comprendre, mais en fait, c'est complètement logique qu'ils voulaient ouvrir leur propre lieu. Ils ont ouvert Dioptre, et il y avait des choses très différentes. Et les Suisses allemands, ils ont ouvert un truc qui s'appelait Apartment, qui était très bien aussi. C'était plutôt fait vers les étudiants suisses allemands. En fait, avant qu'on soit décidé, enfin au début qu'on vivait ici, on n'était pas encore à l'école. Il y avait une interview dans Le Monde de M. Goerck, qui était le directeur du cabinet des estampes, conservateur. Et il avait acheté des sculptures de Pevsner. Et puis le journaliste du Monde lui demande: mais pourquoi vous n'avez pas mis un artiste genevois là plutôt qu'acheter un Pevsner? Il dit: il n'y en a pas. Et ça, que les directeurs du musée disent: il n'y en a pas. On s'est dit: c'est effrayant ça. Et ça, c'était aussi quelque chose, en fait, au début, ça nous a absolument excités à faire que les gens soient des artistes, qu'ils puissent être indépendants, qu'ils puissent penser par eux-mêmes. On travaille aussi un tout petit peu sur cette contradiction-là avec la ville de Genève. Et plus tard, il y a eu ce même M. Goerck, plus tard, il a dit: oui, maintenant il y a vraiment beaucoup d'artistes, c'est très bien. Et il a fait au Musérat le projet de 3 expositions: peinture, sculpture, médias mixtes. On lui a tout de suite dit: médias mixtes, on ne participe pas, mais faites-le. Et puis les étudiants, mais vraiment ça c'est sans notre pouvoir. Nous on a dit aux étudiants: faites ce que vous voulez. Et ils ont tous joué le jeu, c'est-à-dire ils sont allés aux réunions, etc., etc. Et le jour de l'ouverture, il n'y avait pas un travail, il n'y avait pas un étudiant, il n'y avait personne. C'était vide le musée avec les gens, juste le public qui venait. Et ça, c'était une gifle pour ces gens-là, absolument incroyable. Et à partir de ce jour-là, tous les lieux ont reçu un peu d'argent de Madame Girardin, qui à l'époque était maire de la ville, et elle a donné à ce moment-là des subventions aux différents lieux. Ils avaient chacun 2 ou 3 000 francs par année, ce qui était énorme, quoi. Les artistes qui se déplaçaient pour monter leurs expos, j'imagine qu'ils venaient à Genève, qui étaient invités par Adelina. Est-ce qu'ils venaient ensuite à l'école faire des interventions? Au début, c'était comme ça. Nous, on allait toujours, Adelina faisait une discussion après vernissage ou avant pour l'accrochage, etc. Donc, il y avait toujours des discussions. D'ailleurs, je crois qu'il y a des photos encore quelque part.
il me semble, dans le fameux livre, il y en a. Non, il y en a dans les Où archives, Patricia Plattner parle avec Fabro, il me semble que c'est ça, oui. Non, il y a plein d'images. Oui. Encore. Et donc, il y avait beaucoup de discussions au centre d'art. Et puis après, nous, on s'est dit, c'est tout de même très utile. Il faut dire aussi que ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait aucun rapport avant avec l'université, disons l'histoire de l'art de l'université et les beaux-arts. Et après, Besset a dit aux étudiants, et puis les premiers, en effet, c'était autour de Philippe Ursprung, etc., qui sont venus toujours au jury. Et c'était bien que les étudiants en histoire de l'art viennent au jury, c'était parfait. Et nous, on essayait toujours d'inviter des gens qui discutaient bien, quoi. Et parmi les artistes d'Adelina, il y en a beaucoup qui sont venus. Toujours à l'époque, en effet, les jurys, c'était quelque chose qu'on avait instauré, c'était donc parfaitement bénévole, jusqu'au jour où Sarkis a été chez Rappo, a dit « c'est tout mais scandaleux, maintenant j'ai été 2 jours là-dedans et je n'ai pas touché un centime ». Et M. Rappo, après, il a tout de même instauré un salaire pour les jurys. Enfin, tout ça, c'était comme ça, un peu des luttes toujours. Hein. Voilà. Et puis il y avait assez peu de relations avec l'histoire de l'art à l'université, parce qu'à part Maurice Besset, il n'y avait pas d'art contemporain de toute façon. Non, il n'avait pas, mais il leur disait justement. Non, Besset, c'était pas ce qu'il enseignait. Non, mais il était ouvert vers cela, et puis sinon il n'y avait rien. Quoi. Non, il n'y avait pas. Non. Le début, je pense, les premiers 10 ans à l'école étaient extrêmement vivants parce que les gens, ils se permettaient tout, vraiment. Il y a aussi Zeman, Aman qui sont venus, etc. Il y avait des performances extrêmement osées. Il y avait une fille, par exemple, la seule performance qu'elle a faite, elle est rentrée, le jury est assis là, elle rentre, elle va devant un miroir, elle se met une aiguille dans la joue, elle la sort ici, il y a un fil au milieu de la bouche, évidemment, et puis elle se retourne, elle dit « je voulais vous parler », puis elle part. Voilà, c'était ce genre de truc, souvent assez violent. Oui, puis si on revient, tu as dit Jean-Christophe Amann venait, donc il y avait aussi des liens entre Suisse romande et Suisse alémanique. Moi, je suis suisse allemande et très vite, j'ai essayé vraiment de faire le lien parce que j'étais très étonnée qu'il n'y avait aucun lien entre ces deux trucs. C'est pas une histoire de langue seulement, c'est une histoire, je ne sais pas de quoi. D'ailleurs, il est vrai qu'à Genève, les Suisses allemands étaient assez... Je me souviens, j'ai fait l'école des arts déco à Genève. Et peut-être aussi, si je fais un petit détour, pour ça, ma seule formation réelle, c'est celle de céramiste. Et donc, les étudiants suisses allemands, il y en avait pas mal qui venaient. Et les nôtres allaient plus souvent à Zurich, etc., où il y avait tout de même des très bonnes expositions. Mais il faut aussi dire que, par exemple, les éditrices de Parquet, Bichlet-Kuriger et Jacqueline Burkhardt, elles venaient voir les trucs d'Adelina parce qu'elles avaient tout de même... C'est juste après qu'ils ont ouvert leur journal. Je veux dire, Parquet a beaucoup profité du chaos d'Adelina, si je veux dire. Eux, ils étaient après très, très organisés, bien sûr. Adelina n'était pas très organisée, on le sait. Et donc, mais elle a certainement généré énormément de choses en Suisse. Pas seulement ici, mais aussi en Suisse allemande. Si on parle de vidéo, il y avait une scène, c'était pas vraiment une scène parce qu'ils n'étaient pas tous amis les uns avec les autres et qu'ils ne travaillaient pas forcément ensemble, mais à Lausanne, il y avait presque une scène assez fédérée. Enfin, en tout cas, on a présenté ça comme une scène fédérée. Je sais pas moi, Jean Hott, René Bauermeister, Minkoff, Olsen et Janos Urban, qui vient d'ailleurs, mais qui était là-bas. On les a un peu érigés en formalistes de la vidéo, et ça, c'était vraiment, vraiment pas votre histoire. C'est-à-dire, on est arrivé, je pense, juste après. Mais il y avait, bien sûr, on connaissait bien René Berger qui avait très envie de nous tirer dans ce cercle. Et René Berger, je trouve que c'est un type, ce qu'il a vraiment fait d'extraordinaire, c'est les galeries pilotes tout de même. Ça, c'était une vision fantastique de sa part. Et personne ne le dit plus, je trouve. Enfin, de temps en temps, c'est écrit, mais très peu. Les Suisses allemands, ils n'ont aucune idée avec leur Kunstmesse à Bâle. René Berger, il est loin de ça. Pourtant, il est vraiment celui qui a initié ces choses-là. Et René Berger, je veux dire, Patricia Plattner a suivi ses cours et il était simplement par rapport à la vidéo, bon ça c'était d'abord passé, et puis il s'intéressait, il est venu très souvent aux messageries, il est venu très souvent à Gaëtan, on discutait avec lui, mais je crois que son grande histoire de vidéo était déjà un peu du passé. Enfin, les Urban, Bauermeister et tous ces gens-là travaillaient. Et c'est vrai que notre travail n'allait pas dans ce sens-là. Parce qu'on n'était pas des spécialistes vidéo, eux, ils étaient des spécialistes.
Et surtout, il faut dire que en peinture, bon, ça a été fait par Super Surface, et ça ne nous intéressait absolument pas parce qu'une technique est inventée, de l'analyser en tant qu'artiste. Ça, c'est une chose qu'ils ont fait eux, et c'est une chose qui, bon, c'était pas notre histoire, quoi. Ah oui, donc il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Non, il n'y a aucun échange, non. Ouais. Avec Haute plus tard, avec Urban et Bauermeister, rien. Rien Non. du tout. Non. Non, mais de toute façon, même entre eux, on les présente comme un groupe et c'est pas vrai. Hein, Ah, c'est vrai, ça, je ne sais même pas. Ils sont, non, ils sont. Il y en a qui ont travaillé ensemble via la galerie Impact, mais il y en a d'autres qui étaient vraiment assez distants. Hein. Ils étaient pas... c'est Berger qui a regroupé tout ça. Berger était tout de même le centre. Ça, qui a dit, voilà, c'est une scène. Voilà. Là-dedans, ils mettaient aussi, d'ailleurs, alors je te pose la question, parce qu'ils étaient à Genève, ils mettaient aussi Geneviève Calam. Oui, bien sûr. Bien qu'elle était différente d'eux. Absolument. Ouais. Est-ce que là, il y avait des échanges aussi ou... C'est-à-dire, Geneviève Calam, je l'ai connue à travers son mari qui avait le synthétiseur. Oui. Et ça, de temps en temps, on pouvait y aller. On a essayé de pouvoir faire aller nos étudiants. Guillaunet faisait payer très cher l'école pour ça, donc on avait très peu d'heures là-bas. Parce que bon, ce synthétiseur, ça doit être très très cher, je pense. Et lui, il n'avait aucune envie que les étudiants commencent à bidouiller là-dessus. Et donc, on pouvait y aller de temps en temps, mais pas très souvent. Mais c'était un instrument incroyable, ouais. Et Geneviève Calam, elle a fait tout de même des travaux extrêmement différents. Alors très bien. Oui, tout à fait. Intéressant, mais eux, ils viennent plutôt de la composition musicale. Oui, tout à fait. Ouais. Évidemment, la vidéo est très proche de cela. Elle a été souvent utilisée par des gens qui... Elle a une place assez, je crois que les deux, ils ont une place assez à part, je veux dire. Ouais. Non, c'est très important ce qu'ils ont fait, je pense. Et je ne sais pas qui a repris ça après, ou bien si eux, par exemple, tout de même Pike a fait des choses par rapport à la musique, etc. S'ils partaient plutôt de là, je n'ai jamais discuté avec eux de ça. Je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est vrai que les premières vidéos de Nam June Paik, elles étaient assez musicales aussi, souvent. Mais il vient de la musique aussi. Et puis il y a toute cette histoire où on travaille avec des synthétiseurs qui permettent de transformer, manipuler le signal optique et sonore. Hein, parce qu'il y a les exactement. Et peut-être, là, il faut dire qu'eux, ils étaient probablement des très bons techniciens tout de même, côté ingénierie. Et Paik qui travaillait avec des ingénieurs japonais, etc. Et nous, on était nuls dans ce sens. Alors peut-être c'est pour ça que l'intérêt n'était pas le même, parce qu'on était assez peu, on utilisait le matériel, mais sans vraiment le connaître, tu vois. Et je pense que les Guillonnais, ils savaient vraiment ce qu'ils utilisaient. Ouais. Oui, parce que dans votre travail, la question narrative, elle était importante. Oui, elle est importante, oui. Ouais. Oui, parce que la vidéo, en fait, on l'a utilisée pour ça, oui. Il faut peut-être aussi dire qu'il y avait un rapport pour nous entre les bandes VHS et les livres d'artistes, parce qu'on a fait pas mal de livres d'artistes qui étaient bien, parce que c'était un truc, un petit investissement, et après on pouvait le donner à qui on voulait, ça se distribuait. Et ça, on aimait beaucoup ce rapport, comme ça, de pas forcément vendre un tableau, etc., mais pouvoir avoir une distribution un peu légère, ou à très peu de frais. Et la vidéo, les VHS, il a absolument remplacé ça. Et justement, dans votre travail vidéo, comment est-ce que vous travaillez ? La captation d'image, le montage, comment c'était fait ? Entre Chérif et vous, il y avait une répartition. Alors pour le Super 8, on a toujours d'ailleurs une table montage Super 8. Donc c'était assez bien monté pour ça. Et puis, je ne sais pas si elle fonctionne encore, mais je pense que oui. Et puis à part ça, après on a acheté des bandes montage humatiques et on faisait ça ici, oui. Mais à l'école, il y a eu du matériel après ou... Il y a aussi eu un peu de matériel. Il y avait... c'est pas nous qui enseignons ça, il y avait un prof qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui enseignait un peu le montage aux étudiants. Puis les étudiants, d'ailleurs, ils apprenaient beaucoup plus vite que nous. Nous, on a suivi le mode d'emploi, on a appris le montage nous-mêmes. Et les étudiants, ils étaient comme actuellement les enfants avec les téléphones. Ils étaient extrêmement doués pour ce genre de trucs. Donc, ils n'ont pas suivi beaucoup de cours. Ils avaient le mode d'emploi des appareils et puis ils ont su monter. Donc, si j'ai bien compris, à un moment donné, il y avait une ou des porte-à-pack qui pouvaient être empruntées. Ah oui, ça c'était le début. Ouais. Donc là, le montage, il est plus que limité. Ah oui, là, nous, on n'a même pas fait de montage. Non, on n'a pas de montage. On n'a fait aucun montage là. Donc, à l'école, quand on l'utilisait pour les performances, on enregistrait la performance
est fini. C'est Comme, tout, quoi. ouais, Parce ouais. qu'à un moment donné, tout à coup, ça a été beaucoup plus utilisé. Ah oui, à un moment Et donné... puis c'était de l'humatique, c'était du 3/4 C'était pouce. lunatique, oui. Ouais. Ils ont acheté absolument tout le matériel. Au début, je crois qu'il y avait un bon montage humatique, après il y en a eu deux. Enfin, c'était comme ça petit à petit. Mais à un moment donné, on avait, je crois, 3 bons montages humatiques. Et tout ça, c'était à Général Dufour. Et c'est en fait seulement là qu'on est rentré en conflit avec Reusser, parce qu'on lui a pris un peu des salles et des trucs comme ça. Nous, on était aux Beaux-Arts avec nos ateliers. Le cinéma était à Général Dufour avec leur matériel, et puis ils voulaient mettre la vidéo aussi là-bas. Ça fait qu'il y a eu des croisements à ce moment-là et des disputes à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas si on vient sur votre propre travail à toi et Chérif sur la vidéo, si on ne dit pas de bêtises, la première pièce, c'est cartographie Des contrées à venir, qui a connu, ce serait peut-être bien que tu nous expliques un tout petit peu tout cela, qui a connu plusieurs versions, si j'ai bien compris. Il y a une version installative, ensuite il y a une version vidéo. Super 8, oui. Parce que, et une version Super 8. Ah oui, alors est-ce que tu peux juste... Oui, je t'explique, parce que en fait, la vidéo à l'école, ça existait comme ça, sans montage au début, etc. Et puis surtout sans projecteur. Et puis, moi, je dois dire, j'ai toujours trouvé invraisemblable qu'on pouvait... Pas qu'il a évité ça, étant donné qu'il a accumulé les moniteurs, mais qu'on pouvait faire un travail à l'intérieur d'un meuble qu'on n'avait pas dessiné, ça me paraissait un truc invraisemblable. Donc le meuble, télévision, vidéo, etc., qu'on regardait un objet sans le voir et regarder le film dedans, ça me paraissait... C'est très différent d'un écran de cinéma. Un écran, il s'ouvre comme ça sur le vide, tandis que l'autre, c'était un vrai meuble. Et ça... on n'a jamais fait. Et puis, donc, on n'a vraiment pas utilisé la vidéo avant de pouvoir la projeter. On utilisait à ce moment-là le Super 8 et il y avait des petits appareils qui venaient des États-Unis. En fait, c'est une petite cassette qui tourne sans cesse et à l'intérieur un film Super 8 qui s'use en effet extrêmement vite, étant donné qu'il tourne tout le temps. Et cette pièce dont tu parles a été faite d'abord comme ça, avec une projection. On s'est aussi dit la projection, c'est quoi la projection? C'est le cinéma comme ça, et nous on l'a fait comme ça. Et puis, on a fait donc une projection sur une table, avec une boule de cristal qui est normalement pour la divination, mais là, c'est devenu un objectif. Donc, l'objectif boule de cristal nous intéressait aussi. En étant devant la table, on voit passer les images dedans, se déformer. Et ça les diffractait aussi. Oui, ça les diffracte, exactement. Donc, si tu veux, l'avenir se trouve dans la déformation de l'image que tu trouves. Et puis bon, alors il y a simplement, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y a une table, il y a une chaise vide, ce qui est intéressant, et puis 2 mains qui bossent des cartes, qui les ramassent, qui les posent dans une autre forme. Il y avait ce voisinage, c'est pour ça qu'on dit des contrées à venir, parce qu'on a pris des images, disons, on a pris, je ne sais pas, Maison du Corbusier, la victoire de Samothrace, enfin, des trucs extrêmement différents de l'histoire de l'art, de l'histoire tout simplement, et qui se rencontraient chaque fois d'une autre manière sur cette table. Il n'y a que cette version. C'est pas une vidéo qu'on montre telle quelle. Il n'y a pas ensuite une vidéo. Ah oui, alors ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Oui, ça c'est une toute autre histoire. Alors là, il y a eu la télévision suisse romande qui voulait absolument faire quelque chose. Ils ont choisi Pierre Keller et nous pour faire un travail. Et puis la nôtre, alors c'était un type qui je crois qu'il s'appelait Jacques Nou, il a disparu, je sais pas, je l'ai plus jamais revu. En tout cas, il voulait absolument aller avec puisque l'idée était aussi, je ne sais pas si c'est la sienne ou la nôtre, ça je ne sais absolument pas, on s'est dit, il y a une table quelque part avec une boule de cristal. Alors nous on veut une île en tout cas, une île, et on a pris San Lazzaro à Venise, que ça faisait un beau voyage, et puis alors on est allé dans le monastère de San Lazzaro, dans la bibliothèque, on a posé cette table, la boule de cristal, c'est la seule prise de vue là-bas, et puis c'était affreusement mal filmé, tellement affreusement, je ne sais pas si tu l'as vu ce truc, mais c'est épouvantablement mal filmé, mal éclairé, mal foutu comme tout. Et puis bon, ça c'était filmé là-bas, et puis le reste, ils ont pris du filmage de notables ici, etc. Et puis nous on pouvait vaguement faire le scénario, on s'est dit, au lieu de faire passer simplement ces trucs sur la table,
chaque fois que les cartes sont ramassées, on a introduit une séquence de cinéma. Alors c'était super, on pouvait avoir, je sais pas quoi, Rudolf Valentino qui embrassait quelqu'un sur un cheval. Ça fait que plus tard, on a fait une vidéo très simple qui est, je sais pas si vous l'avez vue, celle-ci, qui s'appelle, je me souviens plus. On a pris un écran de télévision cette fois-ci avec des séquences de feuilletons un peu cheap comme ça qu'on avait filmé à la télévision, et puis on a collé ces triangles, ces rectangles, etc. en papier collé sur la télévision, et on a filmé la même séquence 4 fois à travers des formes différentes, tu vois. Ça fait que tu as toujours le même son qui vient, bonjour madame, comment allez-vous, et puis chaque fois tu as une autre image. Voilà, c'est juste un truc assez humoristique. Et ce qui a été présenté à la première édition du Vidéo Art Festival de Carnot, c'était quoi? C'était encore autre chose? Je me souviens plus. J'y suis même pas allée, j'ai aucune idée. Non, je crois que vous étiez pas là les deux, donc vous étiez en Espagne, je pense. J'imagine, mais je ne me souviens pas ce qu'on a présenté. Il y a quelque chose qui a été envoyé et qui a été présenté. Et elle fait partie des collections, cette pièce. Et c'est quelle pièce? C'est toujours la même, mais on ne sait pas quelle version. C'est-à-dire que en 1980, cartographie les contrées. Ah oui, c'est celle de la télé alors. Et montrer au Vidéo Art Festival de Carnot lors de la première édition. Oui, bon. Dans les anciens étudiants qui ont continué, qui ont fait de la vidéo ensuite, on a essayé de faire un petit peu une liste, mais il y en a quand même pas mal, ouais. De quoi? D'anciens étudiants qui ont eu une pratique. Ah oui, il y en a. En tout cas, d'images en mouvement. Mais je ne sais pas s'il y a des vrais vidéastes là-dedans. Il y a Eric Lanz en Allemagne qui fait beaucoup de vidéos, mais qui fait de la photo, qui fait autre chose. Il y a Marie-Josée Burki qui fait aussi beaucoup de photographies, d'installations et autres, et vidéos aussi beaucoup. Vidéos aussi, oui. Non, il y en a bien sûr, oui. Est-ce que Christian Marclay était votre étudiant? Non, il voulait absolument venir dans l'atelier, et puis, je me souviens, et puis je ne sais plus ce qui s'est passé après, il est parti aux États-Unis, ouais. Non, on le connaissait bien, mais il n'a jamais étudié chez nous. Dommage, hein, parce que ça aurait été au moins quelqu'un de glorieux. Oui, une célébrité. Mais oui. Non, mais il y avait quand même des ateliers médias mixtes. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont travaillé, on dira plutôt sur le multiple que sur la vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire le multiple? Photo. Ah oui, bien sûr. Mais Christian Floquer, Robert Tissot, Baudouin, c'est nos étudiants, c'est des peintres. Hein. On avait beaucoup de peintres aussi. Mais par rapport à Francis, c'est un peu plus tard peut-être, mais il allait parfois aussi au sous-sol. Est-ce qu'il y avait des liens avec Catherine Kello Bien sûr, on soutenait, c'est-à-dire, il faut dire que ça a commencé comme ça. Catherine, je crois qu'elle est arrivée un peu plus tard. Et au début, il y avait, à un moment donné, justement, quand le cap des jurys avait été passé, qu'on pouvait rémunérer les jurys, l'école a commencé à inviter des artistes aussi pour des workshops un peu partout. Et à ce moment-là, pas seulement chez nous, aussi les autres, ils invitent des artistes. Et puis moi, à ce moment-là, je devais, de la part de Rapo, j'étais celle qui devait un peu les recevoir, qu'ils allaient chez nous ou qu'ils allaient chez d'autres, téléphoner pour l'hôtel parce que les secrétaires ne faisaient pas ça et tout ce truc. Et j'en avais complètement marre. Et puis quand Catherine est arrivée, elle aimait bien ça tout de même, et puis elle aimait bien connaître les artistes. Alors c'est elle qui a pris cette partie-là. Et à partir de là, elle a vraiment, elle a très bien fait parce qu'elle a construit sous-sol comme ça, un peu sur ses invitations d'abord. Donc les gens qui venaient dans n'importe quel atelier, elle les invitait à sous-sol pour parler avec les étudiants de sous-sol. Et c'est devenu un truc très bien, oui. Oui. Nous, on a un peu assisté au début de sous-sol, mais je sais qu'elle l'a extrêmement bien développé, oui. Si. Et puis là aussi, il y avait des croisements dans certains artistes invités, à Conchi, tout à fait. Qui utilisaient aussi bien le Super 8 ou le 8 mm que la vidéo en lien avec la performance. Parce que ça c'était peut-être une connexion qui vous intéressait plus. Oui, à Conchi venait chez nous aussi. C'était un bon exemple, lui, d'un type qui utilise absolument tout. Il a aussi fait des sculptures, il a vraiment tout fait. Pour n'importe quel artiste, même à l'époque, c'était complètement normal de travailler avec les médias différents. Et oui, puis après,
plus tard, quand Audrey Eaton met en place la Semaine internationale de la vidéo, vous étiez aussi impliqué là-dedans? Assez peu. Assez peu. Je dirais, encore une fois, c'était un de ces trucs que vidéo, et encore une fois, je me suis dit, c'est pas peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais bien sûr, on a participé, on avait écrit un texte pour un des catalogues, et puis, non, on a participé. André Itten, je trouve que c'était quelqu'un de très bien, parce qu'il était assez pragmatique comme type, et il a fait un excellent boulot, certainement, pour la vidéo. Rien que pour le médium vidéo, il a fait énormément en Suisse, oui, certainement. Plus que Berger, je pense bien que Berger était au début, mais lui, il a hérité en fait, il a pu développer cet héritage, si on peut dire. Il a collectionné aussi. Oui, il a collectionné, oui. Non, mais il a fait un effort théorique, il a beaucoup écrit, mais il a pas collectionné. Il a beaucoup diffusé le travail aussi, recommandé les artistes. Oui, il a fait Moi, j'ai participé à une exposition qu'il faisait en Argentine. Il a eu beaucoup de liens avec l'Amérique du Sud. Il y avait aussi tout un réseau qui passait par le Cake et des choses comme ça. Donc c'est devenu assez vite international, en fait. Tout à fait. Les gens étaient invités, présentaient leurs pièces, ils s'invitaient en retour. Non, c'était un sacré personnage, vraiment. Moi, je l'aimais bien. Et puis Muriel Olsen. Qui ça? Muriel Olsen. Ah oui, je la connaissais bien. Moi, j'estime beaucoup son travail. Elle a fait, maintenant au Mamco, il y a toujours une petite pièce qui est là, elle est très jolie. Elle a fait un travail vraiment très... Comme elle a été... C'est un peu comme Dennis Oppenheim, qui a fait des pièces super d'après les recherches de Piaget, tu sais, écrire dans le dos des enfants qui doivent dire. Ma mère, qui a fait l'Institut Piaget, a fait la même chose avec moi. Elle m'écrivait dans le dos et je devais savoir ce qu'elle avait écrit. Et Oppenheim, elle a fait une vidéo là-dessus, ce qui m'a fait beaucoup rire. Et Muriel a utilisé son savoir de maîtresse comme ça, enfantine aussi, pour faire des vidéos vraiment assez extraordinaires. Peut-être on a beaucoup parlé de Genève. Dans certaines interviews auxquelles tu as répondu, tu parlais de la scène à Lucerne. Comment ça se passait? Est-ce que vous alliez voir beaucoup d'expositions? Oui, nous, on bougeait beaucoup en Suisse, oui. Enfin bon, moi j'ai mes parents en Suisse allemande, j'allais les voir, et puis là, tu passes par Zurich, Lucerne ou n'importe où. Donc, oui, bien sûr, on avait des rapports avec... à un moment donné, tout se passait à Bâle. Quand Christophe Hanoine était là-bas, après ça se passait à Lucerne. Ça aussi, c'était quelque chose qui nous a appris que les choses se passent là où les gens font des trucs, quoi. Et du coup, tes archives, elles se trouvent où de la vidéo? Comment tu les as... Tu sais, j'en ai pas tellement, elles sont là-dedans. C'est tout sur un disque dur. Donc c'est sauvegardé quand même. C'est sauvegardé. Oui, non, j'essaie de... Mais tu vois, ma liste vidéo, elle n'est pas énorme. Je veux dire, elle fait toujours partie... Ou c'est un commentaire d'autre chose, ou c'est juste... Non, je ne suis pas une vidéaste, franchement, non. On pourrait dire qu'en fait, ce qui t'intéresse plus dans ce type d'image, c'est la projection. Oui, et ça absolument. veut dire du coup l'installation, ça veut dire en tout cas penser la projection par rapport à un milieu dans lequel elle s'inscrit. Et c'est pour ça peut-être que le Super 8 était aussi un bon support. Absolument. Dans le sens que c'est super léger. Ouais. C'est une image qui a une texture assez riche. Ouais. C'est moins dégradable aussi rapidement c'est vrai. que la vidéo. Et c'est vrai que les vidéos narratives, comme ça, des vidéos... Je crois que j'ai une seule vidéo pour écran, c'est celle qui est au musée là, avec les mains, qui regarde des photos. C'est la seule qui est faite pour un écran, bien que je l'ai aussi montré déjà en projection, mais là il faut voir par rapport à la grandeur des mains, un écran qui est juste, c'est mieux. Mais à part ça, je veux dire, la superposition des images, elle existe vraiment toujours. Ouais. Vous avez créé les archives du futur avec Chérif en 75, c'est juste? C'est-à-dire, oui, ça c'était en effet parce qu'on avait vécu en Espagne, on avait travaillé chacun de notre côté, etc. Et puis, en venant ici, tout d'un coup, assez rapidement ici, après qu'on a restauré un peu, on a construit cet atelier, on a tout ça, on a pu passer bien 1 année et demie à taper sur des planches, mais après, on a
tout d'un coup, l'école est arrivée, donc tout d'un coup, le temps était... Avant, on avait tout le temps du monde et on n'avait plus de temps, parce qu'on avait chacun une vingtaine d'étudiants, etc. Et puis notre travail, tout d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et puis, on s'est dit, c'est peut-être le moment, en même temps, on commence l'enseignement, et puis, en même temps, on va mettre, puisqu'on travaillait toujours dans le même atelier, ouais, bon, mais on s'est dit, on va mettre ce travail ensemble, puisqu'on travaillait de toute façon ensemble. Et à ce moment-là, on s'est aussi dit, qu'est-ce que c'est ce travail? Étant donné que malgré tout, on travaille sur ce qu'il y a d'actuel, sur ce qui nous entoure, on ne travaille pas tellement sur l'histoire de l'art, mais sur ce qui nous arrive. On connaît bien notre passé, on travaille maintenant, et peut-être on peut prévoir un peu comment les choses vont tourner. Voilà, c'est ça le futur. Mais ça se passait comment le travail entre vous au niveau des prises de décision? Au niveau des prises de décision. Alors, il y a des idées de base qui viennent de l'un, des idées de base qui viennent de l'autre, et puis on les discute. Ouais. En fait, actuellement, je travaille seule depuis assez longtemps, je ne fais rien d'autre. Je veux dire, je discute avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre ou avec vous. Je veux dire, de toute façon, on est toujours en discussion avec le monde. Et évidemment, c'est très confortable quand c'est avec ton compagnon que tu peux faire ça comme ça en vase clos, c'est bien, mais après, tu le fais aussi autrement. Juste pour rebondir sur la question de François par rapport à la projection, en 76, vous faites une pièce dans votre maison à Barcelone qui s'appelle Rooms. Rooms? Oui. Ouais. Rooms, ça part aussi du cinéma. C'est-à-dire, il faut dire que Franco est mort, je ne sais pas, en 74 ou quelque chose comme ça, ou je ne sais même plus. Enfin, là, on a encore vécu la censure en Espagne, tout de même assez forte, vers la fin du franquisme. Et puis, à ce moment-là, au marché aux puces, qui était extraordinaire à Barcelone dans le temps, ils vendaient des petites enveloppes pas plus grandes que ça, et c'était des petites enveloppes, et là-dedans il y avait des chutes de films 35 avec toujours des scènes hollywoodiennes. Je ne sais pas où ils avaient trouvé ça, dans les cinémas peut-être qu'on coupe de temps en temps, enfin j'en sais rien. En tout cas c'était toujours des scènes de très belles stars, de vraiment des magnifiques, enfin ceux qu'on voit sur ces images, et on s'est dit vraiment ça c'est quelque part le désir comme ça de tous les gens qui habitent les maisons et tout ça, ça hante un peu les Espagnols. C'était un rêve, le cinéma, un rêve, mais qu'ils ne pouvaient pas vraiment voir. Et donc, on a pris ces images et on les a projetées dans la vieille maison, qui est une assez vieille maison comme ça, qu'on habite, et on les a projetées sur les murs, en plus des catelles par terre, en plus des miroirs qu'il y avait, tout ça. Donc, tu as les images là? Oui, j'ai les images. Voilà. Mais il y a des gens qui ont vu ça ou vous avez ensuite fait des photos ça a été ouvert à un public ou pas? Ah non, jamais, c'est des photographies. On l'a fait à vase clos chez nous pour la photo, et puis les photos, on dit exposées, oui, mais seulement les photos. Non, c'est pas des installations. On a d'ailleurs très souvent photographié des installations que personne n'a vues. On a fait quelques installations qu'on peut visiter, mais on a en fait une projection. À un moment donné, si tu par exemple, ce truc-là, c'est une photo de journal, très très agrandie, photographiée dans le journal, très très agrandie, et après, projette des fleurs dessus. Donc, si tu veux, ça pourrait être une installation, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, maintenant, c'est une photo.